Des Alpes au lointain sommet de l'Himalaya, des hommes n'ont cessé d'explorer le monde vertical et d'écrire l'histoire de la tradition du grand alpinisme. Qu'est-ce qui les pousse à grimper en altitude et à manquer parfois d'oxygène? La poursuite d'un rêve cachant souvent une dure réalité, celle du froid, d'hésitation sur le rocher ou la glace pour trouver un passage et atteindre le sommet. Au pied des versants italiens et français du Mont Blanc, la manifestation des Piolets d'Or célèbre les valeurs de l'alpinisme. L'engagement, l'esprit de cordée et l'envie de créer de nouveaux itinéraires. Courmayeur et Chamonix organisent cet événement devenu incontournable pour les grimpeurs du monde entier. Il récompense les plus belles réalisations de l'année. Les maires des deux capitales de l'alpinisme président chaque année les Piolets d'Or. Allez, le jury. Face sud-est du mont Foraker en Alaska, mont Logan au Canada, mont Edgar en Chine et Big Walls du Groenland. Après les Italiens Walter Bonatti et Reinhold Messner, le Piolet d'Or Carrière, qui récompense un alpiniste pour l'ensemble de ses réalisations, est attribué cette fois-ci à l'Anglais Doug Scott. Le Piolet d'Or Carrière, décerné pour la première fois à Walter Bonatti, puis à moi-même, et maintenant à Doug Scott, est un des points forts d'une manifestation qui est une excellente initiative et qui doit se poursuivre. Elle met l'accent sur la nécessité de protéger les valeurs de l'alpinisme traditionnel, de les rendre durables. Les Piolets d'Or permettent aussi de transmettre notre passion à ceux qui veulent la partager. Reinhold Messner, le premier, a vaincu les 14 sommets de plus de 8000 mètres de la planète. Grimper, c'est plus qu'un simple exercice physique. Il s'agit d'acquérir une capacité de jugement, d'apprendre à connaître ses limites, de tester ses ressources et son imagination. Il s'agit de protéger sa propre vie. L'alpinisme, c'est une expérience complète. Pouvoir tout découvrir, la montagne et soi-même. Doug Scott est un pionnier des ascensions en style alpin et sans oxygène en Himalaya. Souvent, par de nouveaux itinéraires, il a gravi 40 sommets parmi les plus hauts de la Terre. Mon invention a été de donner un espace à ma fantaisie, à mes rêves. Ça a été la base de tout. De là est née ma curiosité qui m'a emmené aux quatre coins du monde et qui m'a permis de réaliser les ascensions les plus extrêmes. Walter Bonatti a écrit les plus belles pages d'un alpinisme qui célèbre l'engagement et l'innovation dans les Alpes et en Himalaya. Molte volte soprattutto a causa del tempo. Sappiamo anche che un primo tentativo è andato a vuoto. Sì, è sempre appunto a causa del tempo. La montagne fut ma première grande aventure. J'étais fasciné de voir les hommes se livrer au vide, escalader les sommets, chercher une voie idéale, la tenter, y tracer un itinéraire parfois au prix de sacrifices. Tout ceci a trouvé un écho dans mon tempérament. J'aimais essayer. Au début du XXe siècle,
le regard des alpinistes se tourne vers des montagnes de plus en plus lointaines. Bonatti, Messner et Scott, gardiens des valeurs du grand alpinisme, ont vécu leur passion sans s'y consumer. Offrant un message à ceux qui rêvent de pratiquer la montagne, ils reviennent sur les plus forts moments de leur histoire. En 1975, sur l'Everest, Doug Scott fait partie de l'expédition de Chris Bonington qui a réuni les meilleurs grimpeurs anglais. Après 2 mois d'efforts, la cordée formée par Doug Scott et Dougal Aston achève la voie la plus difficile jamais tracée jusqu'au sommet du toit du monde. C'était une expérience merveilleuse d'arriver au sommet de l'Everest à 18 h, sans vent, enfin juste une légère brise, et un coucher de soleil fantastique, avec au nord en toile de fond la plaine tibétaine. C'était à couper le souffle. J'avais l'impression de faire partie de quelque chose d'immense, de cette nature qui s'étalait à perte de vue, avec toutes les montagnes en rang. Je ne me sentais pas vraiment humble, mais comme si je faisais partie de quelque chose de grand en train de se dérouler. Je suis fier de notre première de la face sud-ouest de l'Everest. L'important, c'est d'ouvrir des voies nouvelles. Doug Scott est devenu le leader de l'alpinisme britannique après avoir réussi l'ascension de la voie la plus difficile de l'Everest avec son compagnon de cordée Dougal Aston. Ils ont été les premiers à réaliser cela sur le toit du monde. Ensuite, Scott a appliqué son expérience sur des sommets de plus de 8000 mètres en style alpin. En descendant de l'Everest, la nuit bloque la progression de la cordée Scott-Aston. Ils doivent bivouaquer sans sac de couchage et sans oxygène dans un trou creusé dans la neige à 8700 mètres. Mes chaussures me serraient, j'ai eu vraiment très froid. J'ai jamais eu aussi froid la nuit. Ça me transperçait le corps jusqu'aux os. Tous mes muscles étaient engourdis. Nous n'avons pas tenté d'agrandir notre grotte de neige pour conserver un peu de chaleur. La réussite des 2 Anglais, dans des conditions extrêmes, illustre l'esprit de cordée. Doug Scott apprend ainsi que l'utilisation de bouteilles d'oxygène n'est pas indispensable à plus de 8000 mètres. C'est là où le vent est le plus froid, là où il souffle le plus fort. C'est là où la température est la plus extrême. Il devait faire moins 45 degrés cette nuit-là, quand on a dû bivouaquer. C'est là que l'oxygène devient rare. En fait, même si aujourd'hui, il a été beaucoup escaladé, l'Everest reste une sacrée montagne.
La même année, pour la première fois dans l'histoire de la conquête de l'Himalaya, Messner se hisse avec Peter Habler sur un sommet de plus de 8000 mètres en style alpin, sans l'aide de Sherpas et sans oxygène. Le Kasherbrum 1 au Pakistan. 3 ans plus tard, Messner tente l'Everest sans utiliser de bouteille d'oxygène, à nouveau avec Habler. Je sais que c'est possible de gravir l'Everest avec de l'oxygène, mais personne ne sait si c'est possible sans en utiliser. Pour moi, l'alpinisme est un jeu. C'est pour ça que c'est intéressant de grimper sans oxygène. Je ne serais jamais venu ici tenter l'Everest avec oxygène. Ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est pas un défi. Je grimpe en haute altitude pour me connaître moi-même, connaître mes limites. Si tout va bien, que le temps est beau, que nous sommes en bonne forme, si on peut installer un bivouac à 8200 mètres, on doit réussir sans oxygène. Depuis la première ascension de l'Everest en 1953, toutes les expéditions installaient des camps et des cordes fixes avec des Sherpas et utilisaient des bouteilles d'oxygène. Mais déjà à cette époque, Hillary et Tenzing ont défendu l'esprit de cordée. Ils ne dévoileront jamais qui a posé le pied le premier sur le toit du monde. En 1954, une expédition nationale italienne s'attaque au K2, le second sommet de la planète. Walter Bonatti fait partie de l'équipe. Pour lui, toute la fierté d'un peuple repose sur son engagement. Le jeune grimpeur a joué un rôle essentiel en transportant les bouteilles d'oxygène indispensables pour l'assaut final. Abandonné en pleine nuit dans la tempête par ses compagnons à 8100 mètres d'altitude, Walter est écarté de la victoire. Les vainqueurs du K2 ont trahi Bonatti. J'ai vécu une expérience très mauvaise au K2. Les gens, la presse, disent parce que je ne suis pas monté au sommet. Mais c'est une bêtise. C'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est que à travers l'expérience du K2, j'ai compris toute la considération que j'avais des hommes, des amis, est tombée complètement. Sono stato assolutamente deluso dal rapporto umano. Et c'est pour ça que je suis tombé dans le vide. Parce que tout un château, tout un monde est croulé dedans moi. Un peu plus tard, Bonatti prend sa revanche avec Carlo Mauri sur le Gasherbrum 4, à 7980 mètres, dans un style privilégiant l'autonomie et préfigurant le style alpin en Himalaya. « 25 ans après Hillary et Tenzing, Reinhold Messner ose l'impossible. En 1978, il réussit, en compagnie de Peter Habler, la première ascension de l'Everest sans utiliser de bouteille d'oxygène.
Messner bouleverse à nouveau l'histoire. On peut aller à près de 9000 mètres d'altitude sans utiliser d'oxygène. Ce fut une ascension de légende. L'Everest sans oxygène de Reinhold Messner et Peter Habler fut un véritable pas en avant. Ils ont prouvé que cela était possible. C'était une bonne idée de le tenter, car avec Dougal Aston, nous avions bivouaqué sans oxygène sous le sommet. Cela a montré le chemin. Peter et Reinhold l'ont fait, et cela a ouvert une nouvelle voie pour l'Himalaya en style alpin. Car si vous portez des bouteilles d'oxygène, vous êtes trop lourd pour grimper. Leur exploit a été vraiment significatif pour les expéditions légères. Reinhold Messner and Peter Habler of the Austrian Sagarmatha expedition. Das ist irgendein Fax. Hallo. Hallo. Reinhold, grüß dich. Du warst schon oben gewesen, Heidi. Après cet exploit, Messner invente un nouveau défi. Le Grand Chelem. Gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres de la Terre. Comme l'Italien, Doug Scott adopte le même style en Himalaya. Il part pour plusieurs jours sur un sommet de 8000 mètres, sans utiliser d'oxygène et sans Sherpa. L'organisme est poussé à ses limites, entre adaptation et épuisement. L'Anglais veut atteindre les plus hauts sommets par des voies nouvelles ou s'attaquer à des montagnes moins élevées, mais très difficiles. Ma pratique de l'alpinisme a vraiment fait un bond en avant à partir de l'Everest. Les non-alpinistes pourraient penser que l'Everest est un aboutissement pour un grimpeur. Ça a été un début et j'ai fait mes plus belles ascensions après l'Everest. Pendant 10 ans, Doug Scott vit son âge d'or avec ses amis et devient le spécialiste des expéditions en style alpin. Première ascension de l'arête nord du 3e sommet du monde, le Kanchenjunga, de la face sud du Shishapangma, le Nuptse, le Shivling. Lorsque tu grimpes en style alpin, tu arrives à un point où tu es totalement engagé. Tu te sens coupé de tout, tu progresses rapidement, tu quittes le sol. Il n'y a pas de corde fixe qui te rattache vers le bas. Tu es seul avec tes compagnons. Vous formez une équipe soudée. En progressant, chacun fait attention à l'autre. Un véritable esprit d'équipe s'installe. Plus haut, malgré la fatigue, tu te dépasses et tu trouves un second souffle, une sorte de super énergie qui te vient de quelque part et qui te permet de continuer. J'aime cela. Avec sa façon d'aborder la haute altitude, Doug Scott marque toute une génération de grimpeurs. J'aime venir en expédition en Himalaya parce que je m'acclimate facilement à l'altitude. Il existe également beaucoup de nouvelles voies à ouvrir. Parfois des sommets vierges, de nouvelles arêtes à grimper, de nouvelles faces.
Je peux venir ici relativement facilement, j'aime faire de nouvelles choses, et c'est vraiment l'endroit où le vivre. Doug Scott est de la génération des hippies. Moi aussi, même si je n'ai pas participé à cette sorte de révolution étudiante, parce que j'étais à l'université. Lui a vraiment été investi dans ce mouvement, parce qu'il est anglais. C'était l'époque d'une nouvelle approche de la vie, celle des Beatles. Et Scott portait en lui ce mode de vie. C'est ensuite qu'il est devenu l'inspirateur d'un nouvel alpinisme, avec son approche hippie de la montagne, de la sauvegarde des traditions. Et les jeunes grimpeurs anglais ont souvent suivi sa philosophie. C'est pour ça qu'il est aujourd'hui un personnage incontournable de l'histoire de l'alpinisme. Si Scott et Messner ont inspiré de nombreux grimpeurs en Himalaya, auparavant Walter Bonatti a montré la voie à la jeune génération de son époque. Il fut l'homme le plus respecté par ceux qui étaient attirés par la haute montagne. L'Italien a l'appétit vorace et il règle leur compte au dernier grand problème du massif du Mont Blanc. En 1955, il réussit seul la première ascension du pilier sud-ouest des Drues et trace des jours durant sur cet obélisque de rochers une voie qui deviendra le pilier Bonatti, un des plus grands exploits de l'alpinisme. Eh bien, pour moi, c'est une émotion, parce que je me trouve là, après 30 ans. C'est la première fois que je remonte ici, après ma escalade solitaire au pilier. Et de regarder ce pilier et voir les gens qui sont en train de le monter, pour moi, je me identifie en eux. Et c'est comme vivre hier, il y a 30 ans, aujourd'hui. Bonatti invente un style en ouvrant un itinéraire sur 800 mètres de rochers verticaux. Il plante des pitons afin de progresser et doit régulièrement redescendre ce qu'il a grimpé pour récupérer son matériel et continuer son escalade hors norme. Au 4e jour, l'alpiniste solitaire est bloqué. Je ne pouvais pas descendre, pas monter, pas traverser. Je me suis senti perdu pour une bonne demi-heure. Et après une demi-heure, j'ai eu une bonne réaction. J'ai considéré que j'étais là pour retrouver moi-même. J'avais lutté pour 4 jours pour me retrouver. Je ne pouvais pas me laisser mourir. Bonatti improvise et fait plusieurs nœuds au bout d'une corde qu'il lance jusqu'à ce qu'elle se coince dans une fissure. Doug Scott a grimpé la voie mythique ouverte par l'Italien. Walter était vraiment le magicien du rocher. Songez qu'il a passé seul 6 jours dans cette muraille, c'est incroyable. À notre époque, c'était sur ces montagnes qu'il fallait venir. C'est vraiment magnifique. Chaque fois qu'un danger nous a menacés, nous avions sans doute un ange qui veillait sur nous, comme sur tous les jeunes grimpeurs qui venaient ici.
Après les Drues, Bonatti retrouve un nouveau souffle et il réalise de magnifiques performances avec ses compagnons de cordée. 1959, 1960, 1962. Première hivernale de l'éperon Walker et de la pointe Whymper au Grand Joras. Voie nouvelle sur le versant italien du Mont Blanc. L'Italien prend congé de ses cimes du haut du Cervin en 1965. Seul, 3 jours durant en hiver, ouvrant une directissime dans la face nord. Walter Bonatti tourne la page de l'alpinisme extrême. Écrivain et grand reporter, il sillonne alors toute la planète pendant plusieurs décennies. Bonatti était un ambassadeur de l'alpinisme. Sa passion pour la montagne, ses ascensions, son courage, son savoir-faire, son style. Tout ce qu'il a ensuite écrit l'atteste. Doug Scott a lui aussi écrit sur la montagne, montrant le chemin aux alpinistes attirés par son style en Himalaya. Scott a suivi la voie tracée par les explorateurs britanniques qui ont inventé l'alpinisme. Mais comment a-t-il commencé à grimper ? Boy Scout, Doug grimpe dès l'âge de 12 ans sur les rochers du Derbyshire, près de Nottingham. Le jeune étudiant passionné ne peut plus se contenter d'une seule journée d'escalade. Ces excursions se sont transformées en week-end de camping. Après, ce furent le pays de Galles, les falaises de Lake District, puis l'Écosse en hiver, et dès 18 ans les Alpes. Nous sommes allés à Chamonix, et c'était vraiment fantastique. En arrivant, on regardait le Mont Blanc par la fenêtre du train, et on n'en croyait pas nos yeux de voir le glacier des Bossons qui descendait tout droit dans la vallée. Tous parlaient de Chamonix. Cham, il faut aller à Cham. Sur les traces de Bonatti, l'Anglais devient un habitué dès l'été 1959 des grandes ascensions classiques du massif du Mont Blanc qui transforment le jeune grimpeur doué en un véritable alpiniste. Les grands grimpeurs anglais comme Joe Brown et Don Whelans venaient ici. J'avais lu aussi